Come siamo previsti? Alle? Voi? No. Vediamo un po' che ci sia più... forse nell'arco del pomeriggio, no? Quando c'è più... Ah, perché è una cosa importante. Allora invito a prendere posto nella sala, anche per le persone che sono nell'androne, e abbiamo discusso questa mattina, fra l'altro, dei libri di Carlo Sini, filosofo che insegna a Milano, il libro da titolo Immagini di verità, che è questo, poi del libro di Alexandre Zinoviev, Il radioso avvenire, e poi del libro di Marek Alter, Abraham. È stato un lungo intervento tenuto pressappoco alle 11:30 questa mattina. Interverranno oggi pomeriggio vari altri relatori. Ecco, è arrivato Noti, vari altri relatori e fra l'altro anche Ionesco, un primo intervento con una prima conversazione, e Rob Grillet. Di Ionesco è uscito questo libro Vita grottesca e tragica di Victor Hugo, e Rob Grillet è uscito adesso in Italia
proprio in questi giorni, Lo specchio che ritorna. In Francia era uscito quest'inverno, a gennaio, e ha avuto un successo anche superiore agli altri libri di Robert Grillet, e in Italia è stato sempre ottimamente accolto Robert Grillet, e questo libro quindi diciamo sancisce un successo. Allora noi cominciamo a discutere questo libro di Robert Grillet qui a Venezia, proseguiremo a Milano sabato prossimo, e poi l'11 saremo appunto con Ionesco e Zinoviev, e quindi Robert Grillet a Roma a Palazzo Braschi. E vi sono altri interventi oggi, in particolare intorno al design, oggi pomeriggio, e intorno alla computer graphic. Si tratta di 2 convegni che abbiamo fatto a Milano in preparazione della Triennale, e quindi si tratta di 2 contributi che si iscrivono appunto come apporto alla Triennale delle Arti e delle Scienze. Si tiene quest'autunno. Sarà oggi pomeriggio anche l'intervento di Pierre Dex, e poi appunto mi pare che domani pomeriggio non potrà essere con noi. Per computer graphic vi sono Claudio Luini e Carlo Marino, mentre per quanto riguarda il design Molinari e Cortesi, e pure per altro verso Davide Noti e Michael, no? Il nostro amico St. John. Anche Jean Ellenstein è qui e dà un apporto a questo congresso. Fra l'altro la sua equipe intende organizzare durante la Triennale, in particolare in gennaio, un weekend forse attorno a questo tema che abbiamo accennato a Ravenna e qui a Venezia, reinventare la pace, reinventare l'Europa. Vedo nella sala anche il maestro Gino Negri, non so se ieri lui fosse stato qui quando c'erano le performance di Lucas Foss e di Pietro Grossi. Ecco, dico en passant che questo collegamento che noi abbiamo fatto ieri sera fra Venezia e appunto Pisa, chiamando un brano musicale che è stato eseguito quindi qui di ritorno, e è un collegamento che avveniva per la prima volta in Europa e era in modo sperimentale, in modo comunque interessante, e mentre poi per la Triennale sarà qualcosa di molto più significativo, e da qui a lì appunto con Pietro Grossi e con il centro di Pisa vi sarà una collaborazione in tal senso. Fra l'altro in gran parte la Triennale dà come taglio, per quanto riguarda la musica, questa connessione fra informatica e musica. Allora tra poco avremo modo di incominciare. Ecco, allora io direi, non so se cominciare subito con l'esposizione di Glucksmann, oppure fare subito prima, oppure fare subito prima il design, ma comunque siccome appunto avevamo detto alle 3, allora mi pare che Glucksmann è qui, quindi possiamo cominciare subito. Allora
Mese scorso sono usciti molti articoli in Italia intorno alla nuova opera di André Glucksmann. Può passare, d'accordo, da qui, anche da qui sì. La Bêtise, uscito in Francia recentemente, e è appunto interessante che vi sia questa connessione. Fra l'altro, praticamente 10 giorni dopo l'uscita in Francia del libro, in Italia c'erano già sui giornali principali 4 articoli, sul Corriere della Sera, sul Giorno, sul Giornale e mi pare su, non so se Repubblica o Messaggero. Questo per dire che c'è una grande attenzione in Italia per ciò che fa e che scrive Glucksmann, questo da tempo. Forse la prima volta è stato con il suo libro Il discorso della guerra, che era uscito mi pare in pieno 68 da Feltrinelli, e poi a maggior ragione dopo con i maestri pensatori o del pensiero, come è stato tradotto, uscito da Garzanti. Anche Spirali ha pubblicato un suo libro che si trova esposto fuori tra i libri di Spirali, e io lo ringrazio di aver accolto questo invito a venire qui per questo congresso a Venezia, e era venuto anche per la presentazione del suo libro a Milano 2 anni or sono, mi pare, e in quell'occasione aveva fatto una conferenza dal titolo Antropov e io. Allora, giusto per evocare qualcosa che precede questo incontro. Allora gli passo la parola. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vais parler en français. Je suis venu à Venise il y a, je crois, 8 ans. Il y avait une biennale, ici, la Biennale des dissidents. Et à l'époque, nous n'avions pas l'impression que quelque chose d'absolument nouveau commençait. Et nous vérifions ainsi a posteriori, après coup, rétrospectivement, la justesse de la remarque de Nietzsche que les idées, on pourrait dire, les grands changements dans les mentalités européennes avancent à pas de colombe, c'est-à-dire ne se font pas remarquer. Il s'agissait pour nous à Venise tout simplement de prêter attention à ces voix qui venaient de l'Est de l'Europe, en particulier Solzhenitsyn. Aujourd'hui, vous avez écouté Zinoviev, qui n'était pas encore tellement connu à l'époque, à ces voix dissidentes qui venaient d'un empire où, visiblement, les populations étouffaient. Et nous ne savions pas, à l'époque, que nous participions, à notre insu, à un changement de mentalité en Europe. Pas en Europe de l'Est seulement, en Europe de l'Ouest. Et que nous étions à Venise précisément sur la coupure entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, et que peut-être nous étions en train d'établir une petite passerelle au-dessus de cette grande coupure. Et aujourd'hui, quand on réfléchit à ce qui s'est passé depuis les années 70, on s'aperçoit qu'il y a eu un bouleversement culturel de l'Europe et que ce bouleversement culturel engendre un bouleversement politique. C'est ce que je trouve comme justification pour vous parler aujourd'hui du post-totalitarisme. Le post-totalitarisme, ce n'est pas la fin du totalitarisme. C'est ce qui se passe en Europe de l'Est lorsque, loin de finir, le totalitarisme s'installe et devient en quelque sorte une nouvelle civilisation. On peut l'appeler civilisation,
c'est peut-être aussi une nouvelle anti-civilisation. En tout cas, c'est un totalitarisme qui s'installe. Et si je m'autorise à vous parler ici de ce qui se passe en Europe de l'Est, c'est parce que depuis 60 ans, ce qui se passe en Europe de l'Est, à commencer par ce qui se passe en Russie soviétique, est déterminant pas seulement pour les populations d'Europe de l'Est, mais pour nos cervelles en Europe de l'Ouest. Et quand j'évoque la Biennale des dissidents qui s'est tenue ici à Venise il y a 8 ans, c'est parce qu'elle me semble marquer quelque chose qui appartient apparemment à une toute autre atmosphère, à une toute autre sphère, à la sphère de la culture de l'Europe occidentale, et peut-être même de l'Occident en général, et qu'elle me semble avoir marqué la fin de l'avant-gardisme culturel, et par conséquent, et par voie de conséquence, et après, la fin de l'avant-gardisme en matière politique. La fin de l'avant-gardisme en matière politique, elle s'aperçoit assez facilement. Quels sont les grands mouvements nouveaux en matière politique? En Allemagne, ce fut le pacifisme. Ce fut un très grand mouvement populaire qui a regroupé 2 classes, 2 fois 20 ans, 2 classes de militants, 2 générations de militants. Cependant, ce mouvement politiquement très fort, même si très fragile, n'a rien apporté culturellement. C'est le premier grand mouvement politique d'après-guerre qui ne fut pas du tout lié à un quelconque avant-gardisme culturel. Et c'est pour cela qu'il a accouché de banalités absolument insurmontables, c'est-à-dire du culte de la Heimat qui nous a renvoyés au XIXe siècle dans ce qu'il avait de moins intéressant. Et cette absence de jonction, cette fois-ci, entre l'avant-gardisme politique et l'avant-gardisme culturel se manifeste par 2 choses. D'une part, la disparition des avant-gardes culturelles, et d'autre part, la banalité et la bêtise des mouvements politiques. Ils n'ont plus d'idées. Si le pacifisme en Allemagne a accouché d'un vague sentiment national assez fragile, assez bébête et assez plat, le socialisme, l'expérience socialiste française a accouché de rien du tout. Quelques banalités d'économie politique qui se trouvent dans tous les manuels pour élèves de première année en sciences politiques. Il faut tenir compte des réalités. C'est la leçon de 3 ans d'expérience socialiste en France. Il faut tenir compte des réalités. Et puis, quelques banalités idéologiques qui sont récupérées de Maurice Barrès, c'est-à-dire du nationalisme français de la fin du XIXe siècle. Donc, il y a tout à coup quelque chose qui s'est creusé dans la conscience de l'Europe occidentale du fait de la prise en considération de ce qui se passe en Europe de l'Est. Et alors, tout à coup, je crois qu'on peut comprendre que depuis 70 ans, ce qui se passe en Europe de l'Ouest, c'est d'abord passé en Europe de l'Est. Depuis 70 ans, les grands mouvements politiques et d'opinion furent d'abord marqués par la jonction des avant-gardes culturelles et des avant-gardes politiques. Rappelez-vous, le surréalisme, la révolution surréaliste, ça a été le commencement, puis le surréalisme au service de la révolution. Ça a été le moment de l'engagement des surréalistes. La même chose avec les existentialistes en 1945. D'abord, la liberté existentialiste, la contestation existentialiste. Sartre, Merleau-Ponty, Camus avaient contre eux à la fois les bien-pensants communistes et les bien-pensants catholiques. Et puis tout à coup, ce mouvement intellectuel s'est mis au service de la révolution, comme les surréalistes. Il s'est engagé. Et ça a été l'existentialisme au service de la liberté concrète, l'existentialisme des compagnons de route du communisme.
les intellectuels de gauche. Et ce mouvement-là, qui fait passer de l'avant-gardisme culturel à l'avant-gardisme politique, a été en quelque sorte supprimé après 1968 par la prise en considération de ce qui se passe en Europe de l'Est. Et si on veut comprendre pourquoi cette suppression a été possible, je crois qu'il faut en revenir à ce qui s'est passé de décisif en 1914, à savoir la Première Guerre mondiale, le bouleversement que cela suppose et la prise en compte de ce bouleversement par ce qui existait déjà avant, par les avant-gardes culturelles. C'est Malevich qui, en 1915, dit « La guerre, c'est un mouvement fantastique », et de la guerre, il avait une idée extrêmement précise puisqu'elle faisait rage sur toute l'Europe depuis 1 an, mais depuis 1 an seulement. La guerre est un mouvement fantastique de destruction, et c'est ce mouvement que le suprématisme, que l'art de Malevich, que le suprématisme, l'avant-garde de l'époque, prend à sa charge et amène à sa perfection dans le domaine de l'art. On pourrait dire la même chose de Dada, on pourrait dire la même chose de surréalisme. À chaque fois, c'est la crise qui faisait rage dans la société, la guerre de 1914, la grande crise de 1930, et l'intermédiaire qui était tout aussi en crise, qui a été prise en charge par un mouvement de destruction culturelle, en même temps que mise au service d'un mouvement de destruction politique. Or, c'est cette jonction-là qui n'a plus lieu, et qui n'a plus lieu précisément parce que quelque chose d'autre nous vient de l'Est. Alors, pour être tout à fait précis, je vais prendre un exemple. Pour être tout à fait précis sur ce fait que ce qui se passe à l'Est se passe d'une certaine façon dans nos esprits aussi à l'Ouest. L'exemple, c'est ce qui s'est passé à Bruxelles, tout dernièrement. Armando Verdiglione a dit hier et aujourd'hui d'ailleurs que c'était un phénomène archaïque. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement archaïque qui surgit tout à coup. Qui surgit tout à coup, et c'est ce tout à coup qui est la marque et la visibilité de l'archaïque. Il suffit de reprendre les descriptions que donne Léon Trotsky, émigré russe à Vienne, en Autriche, au centre de la Mitteleuropa, lorsque la guerre est déclarée en 1914. Lui, Léon Trotsky, est comme tous les socialistes, pacifiste. Il ne veut pas de la guerre. Et il pense que le peuple autrichien, qui est assez socialiste, en tout cas la fraction socialiste du peuple autrichien, ne veut pas la guerre non plus. Et tout à coup, que découvre-t-il d'un jour à l'autre? Une explosion de joie, une explosion de sentiments xénophobes, une explosion de volonté meurtrière, et pas seulement chez les nationalistes, chez ses amis socialistes, chez le cordonnier qu'il connaissait très bien, avec qui il parlait, avec qui il était en intime fraternité, fraternité rouge, fraternité socialiste. Eh bien, ce cordonnier, tout à coup, se met à brandir son fusil, sa pancarte, son drapeau national, et à partir en guerre, et à envoyer son fils en guerre. Et Trotsky annonce, clame, déclare son désarroi, son étonnement fantastique. Et finalement, qu'avons-nous entendu des autorités morales et politiques de l'Europe occidentale, sinon ce même désarroi devant ce qui s'est passé à Bruxelles? Or, ce qui s'est passé à Bruxelles n'était pas tout à fait imprévisible. Il y a 20 jours, au stade de Bradford, une tribune a brûlé et tous les spectateurs de la télévision de toute l'Europe ont pu entendre, en même temps qu'ils ont vu des gens qui brûlaient, qui étaient transformés en torches vivantes, ils ont pu entendre les supporters de l'équipe de Bradford et les supporters de l'équipe de Lincoln qui s'opposaient sur le terrain continuer à chanter «
Vas-y, vas-y, on a gagné, vas-y Bradford, vas-y Lincoln, continuez à encourager leurs équipes sur le terrain. Pendant ce temps, juste à côté, il y avait des gens qui se transformaient en torches vivantes et qui brûlaient à leurs yeux. Mais ça ne fait rien, ça n'avait strictement aucune importance. Ce qui avait de l'importance, c'est la victoire de l'équipe locale sur une autre équipe locale. Donc il n'y avait rien d'imprévisible, mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ni les journalistes ni la police belge n'avaient vraiment pris en compte cette façon d'agir des supporters il y a simplement 20 jours, les 20 jours qui ont précédé Bruxelles. Donc il y a là des explosions que nous ne comprenons pas, qui en cela sont archaïques, si par archaïque nous disons notre incompréhension. Et l'explosion de 1914, ce fut quelque chose de ce type. Seulement, je crois qu'aujourd'hui, ces explosions se passent différemment et que si nous prêtions oreille à ce qui nous vient de l'Est, nous comprendrions la différence. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé la télévision, mais en France, on nous a présenté les supporters anglais lorsqu'ils revenaient de Belgique, lorsqu'ils arrivaient en Angleterre. Et franchement, ils avaient l'air pitoyables. Ils avaient l'air tristes, ils n'avaient pas du tout l'air vainqueurs. Et le téléspectateur était tout à coup pris de pitié pour ces gens qui visiblement n'avaient pas du tout compris ce qu'ils avaient fait. Donc nous ne sommes pas en face d'une fièvre continue, une fièvre nationaliste, une fièvre qui permet de faire la guerre de 14 pendant 4 ans et de la terminer sans condition, d'une façon impitoyable, d'une façon tellement impitoyable qu'une autre guerre va suivre. Nous ne sommes pas en face de ça. Nous sommes en face de gens qui sont capables des mêmes comportements sanguinaires, mais qui ne comprennent pas, qui ne les assument pas, qui 5 minutes après sont tout aussi étonnés que vous et moi de ce qui s'est passé. Or, si vous regardez un peu ce que nous présente Jaruzelski, le général qui dirige la Pologne, c'est à peu près la même chose. Il y a un prêtre, Popieluszko, qui est tué par la police politique. Mais cette police politique est jugée. Quelques policiers sont jugés. Et le général Jaruzelski ne comprend absolument pas ce qui s'est passé. Pas plus que les supporters de l'équipe de Liverpool ne comprennent ce qu'ils ont fait il y a quelque temps avant. Le général Jaruzelski, qui est le grand dictateur de la Pologne, ne comprend pas ce que sa police fait. La preuve, c'est qu'il la juge. Donc nous sommes ici dans un climat tout à fait nouveau. Le crime, la folie meurtrière n'est plus assumé au nom d'une idéologie. Les supporters de Liverpool n'assument plus le lendemain matin les crimes qu'ils ont commis la veille au soir. Ils sont désespérés, ils sont malheureux. Nous sommes passés d'un univers de la folie, et la folie a souvent été idéologique, à un univers de la bêtise. Quelle est la différence ? Eh bien, pendant tout ce qui a suivi 1914, l'univers était manichéen, c'est-à-dire qu'on s'opposait idéologie contre idéologie, le bon camp contre le mauvais camp. Et quand on était dans un camp, on était fier d'être dans ce camp. On était de la bonne race, la race aryenne, de la bonne classe, la classe prolétarienne, ou de la bonne nation, la nation française, ou la nation allemande, ou la nation russe. Aujourd'hui, on commet les mêmes crimes, mais on ne les assume pas. Nous sommes passés d'un règne de la folie à un règne de la bêtise. Alors, je vais essayer d'expliquer ça, mais peut-être qu'une indication serait donnée par un auteur que Verdiglione citait hier, c'est Musil. Rappelez-vous que dans L'homme sans qualité, la question que se pose l'ensemble des personnages, c'est la question de la schizophrénie. La question d'une folie qui est folie d'un autre monde. Et c'est une question qui est profondément une question de guerre froide. C'est une question d'un monde contre l'autre. Lequel a raison ? Celui qui est dans le monde de la folie ou celui qui est dans le monde de la non-folie, c'est-à-dire le monde de la raison ? Raison contre non-raison. Vieux monde contre nouveau monde.
Il s'agit d'une séparation bien tranchée et bien définitive. Dans la bêtise, nous ne sommes pas dans les séparations tranchées et dans les définitions définitives. Nous sommes le soir dans la tuerie et le matin dans l'incompréhension. Alors à quoi ça correspond? Ça correspond à ce que nous ont désigné les dissidents, et notamment les dissidents tchèques, comme post-totalitarisme, comme société post-totalitaire. Le totalitarisme, c'était précisément un monde fermé sur lui-même, un acte volontaire, ou du moins c'était lu comme un acte volontaire. Reprenez les descriptions littéraires que font Orwell ou philosophiques que fait Hannah Arendt. Vous y trouvez 4 caractéristiques. La première, c'est ce que j'appellerais la pédocratie, c'est-à-dire le pouvoir aux jeunes qui arrivent, qui recommencent le monde à partir de zéro, les nouveaux contre les vieux, les jeunes contre les vétérans. C'est les jeunesses communistes qui sont les meilleures brigades de travail staliniennes. Ce sont les gardes rouges de Mao Tse-tung. Ce sont les jeunes guérilleros de Castro. Contre les vieux, y compris contre les vieux du parti, y compris contre les vieux de l'appareil. Et ça recommence. Et il y a une révolution dans la révolution, comme dit Régis Debray. Et ça recommence, et on fait de nouveaux bains de sang contre les anciens. Pas seulement contre l'ancien monde, contre aussi les anciens communistes. Et ce renouvellement permanent, c'est un deuxième trait caractéristique du totalitarisme, autant du totalitarisme hitlérien que du totalitarisme stalinien, c'est les bains de sang renouvelés. La Hitlerjugend liquide ceux qui ne plaisent pas. Les SA sont liquidés par les SS. Et les trotskistes sont liquidés par les purs staliniens, mais les purs staliniens sont liquidés par les staliniens de la nouvelle génération, etc. Le troisième trait caractéristique, c'est la monocratie. La monocratie, c'est-à-dire le totalitarisme, est pensé comme l'acte d'un individu qui dirige tout, Hitler, Staline. Entre l'individu et les masses, il n'y a justement pas ce qui était caractéristique des anciens despotismes, des hiérarchies établies, des corporatismes, des égoïsmes bien installés. D'où la purge permanente, le renouvellement permanent, la révolution permanente, la révolution ininterrompue, comme le dit Mao Tse-tung. Premier trait, le rôle de la jeunesse, la pédocratie. Deuxième trait, les bains de sang qui renouvellent, qui rafraîchissent le régime, l'hémocratie. Troisième trait, l'unité de la volonté qui tient tout ensemble, puisque précisément il n'y a pas de dynastie, il n'y a pas de hiérarchie, c'est la monocratie. Et le dernier trait, c'est l'idéocratie, le pouvoir des nouvelles idées de la science prolétarienne ou de la science raciste contre les anciennes idées. Or, ces 4 traits décrivent un acte volontaire, l'acte volontaire de recommencer l'histoire à partir de zéro. Il y a l'ancien monde et il y a le nouveau. Et ce qui paraît aux yeux de l'ancien monde comme une folie, apparaît aux yeux du nouveau monde comme une création du monde. Or, c'est précisément tous ces traits qui ont disparu dans le totalitarisme installé en Europe. On n'a plus besoin de convoquer la jeunesse à la prise de pouvoir politique. Au contraire, la jeunesse est tenue loin du pouvoir politique. On n'a plus besoin des bains de sang. On est arrivé à des processus de répression beaucoup plus sélective. On emprisonne les intellectuels dissidents, les quelques ouvriers qui essayent de former des syndicats, mais on ne liquide pas des nations ou des générations. Troisièmement, il n'y a pas le pouvoir d'un seul, il y a le pouvoir d'une gérontocratie, d'un ensemble de vieillards, dont le plus jeune a actuellement 53 ans, s'appelle Gorbatchev.
Et quatrièmement, il n'y a plus le pouvoir des idées. Le marxisme, personne n'y croit en Union soviétique. La dernière plaisanterie, c'est lorsque l'ambassade française invite un marxiste français, c'est une plaisanterie déjà vieille de 15 ans, invite un marxiste français, à savoir Althusser, c'est les soviétiques qui se poussent du coude et qui se demandent entre eux, est-ce que tu y vas à l'ambassade? Et la réponse c'est oui, enfin on va voir un marxiste. Donc il n'y a plus le pouvoir des idées. Le marxisme ne prétend plus gouverner les esprits. Il y a exactement tout le contraire. Il y a l'effort, et c'est cela qui est le nouveau et fondamental, l'effort fait pour obliger l'ensemble de la population à ne plus penser. On ne cherche pas à la convaincre, on cherche à la déshabituer de réfléchir. Ce que les Tchèques nous disent, c'est que la télévision ment aujourd'hui autant qu'à l'époque de Staline, bien entendu, mais qu'elle ment pour un autre but. Elle ne ment plus, comme à l'époque de Staline, pour convaincre. Elle ment pour dire, vous voyez, je suis en train de mentir et vous n'avez rien à dire. Et vous n'avez absolument rien à objecter. Ce domaine dont je parle, la politique internationale, la paix dans le monde, le niveau de vie, ce qui se passe et dans le monde et chez vous, ce domaine de la circulation des idées et de l'information m'appartient. Et je peux dire les pires sottises. Je sais que vous savez que je dis des sottises, mais vous savez que ça n'a pas d'importance. Que le fait même que vous le sachiez ne change rien. Vous êtes obligé d'écouter, et si vous n'écoutez pas, vous n'écouterez rien d'autre. Et surtout, vous ne parlerez pas, vous ne présenterez pas des objections. Donc, déshabituez-vous de parler, déshabituez-vous de discuter, déshabituez-vous de présenter des objections, déshabituez-vous de l'esprit critique. C'est cela qu'annonce la télévision. Du temps de Goebbels comme du temps de Staline, plus un mensonge était gros, plus pensait Goebbels ou pensait la propagande stalinienne, plus ce mensonge avait des chances d'être cru. Mais aujourd'hui, dans le post-totalitarisme, le problème n'est plus que le mensonge soit cru. Tout le monde sait que le mensonge, on n'y croit pas. Tout le monde sait que les Polonais, à l'heure des informations, emmènent leurs chiens aller faire pipi dans la rue. Bien sûr. Mais le problème n'est pas qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Le problème est que l'État conserve le monopole de la circulation des idées et de l'information, et que le citoyen perde absolument l'habitude de discuter des informations, puisqu'il n'a pas de moyens de faire entendre sa voix, puisqu'il n'a pas non plus de moyens de s'informer. Donc le problème est, et j'en reviens à la conclusion qu'avait présentée Zinoviev ce matin, le problème est que le stalinisme et l'ancien totalitarisme avaient pour objet, pour cible, les corps, et massacraient les corps en nombre astronomique, alors que le totalitarisme d'aujourd'hui, le post-totalitarisme comme disent les Tchèques, l'étape du totalitarisme installé a pour cible les esprits. Et un esprit, ça ne se tue pas, ça s'abrutit, ça s'abêtit. À un esprit, on désapprend les méthodes de pensée. Dites-vous que si vous n'avez plus l'habitude de discuter librement à un café, et si votre enfant n'a pas non plus l'habitude de discuter librement à un bistrot, et si votre petit enfant n'a pas non plus cette habitude, eh bien cette habitude est perdue. Et vous pourrez rétablir les cafés, rétablir les tables de bistrot, vous ne saurez pas comment on se tient, ou plus exactement vos petits-enfants ne sauront pas comment on peut discuter librement. C'est une habitude qui se sera perdue. C'est cela le problème de la bêtise dans un régime post-totalitaire. C'est la méthode qu'a trouvée le gouvernement pour gouverner. Et à cette méthode correspond quelque chose d'extrêmement profond, correspond une nouvelle société. Vous savez que l'équilibre de la société démocratique bourgeoise, c'est à chacun ses devoirs et ses droits, à chacun ses libertés et ses propriétés, dans le respect de la liberté et des propriétés de l'autre. Eh bien, le principe d'équilibre d'une société post-totalitaire, c'est à chacun sa bêtise, à chacun son incompétence, dans le respect de l'incompétence et de la bêtise de l'autre.
Et c'est pour cela que la police a un simple pouvoir de gestion. S'il y a quelqu'un qui ne respecte pas l'incompétence universelle, l'incompétence du bureaucrate, l'incompétence du voisin, la bêtise de son entourage, eh bien, ce quelqu'un, on le frappe, ce quelqu'un, on le punit. Donc il y a là un principe d'équilibre social aussi fort que celui qui gouverne les sociétés d'Europe occidentale. C'est « je m'abrutis, j'ai le droit de m'abrutir, je m'abrutis jusqu'au bout, et tu dois respecter mon abrutissement comme je respecte ton abrutissement ». C'est un lien social, c'est une nouvelle société, et c'est extrêmement fort. Et c'est ceci qui apparaît à l'est de l'Europe. Et c'est ceci aussi qui nous menace. Parce que la bêtise, ce n'est pas un privilège du totalitarisme. Parce que la bêtise, c'est une menace permanente pour nous aussi. Alors, pour conclure, peut-être conviendrait-il de conclure sur l'idée de l'Europe du milieu. Dans la période du totalitarisme pur et dur, nous avons vécu dans toute l'Europe l'heure des avant-gardismes, c'est-à-dire l'heure de l'extrême en politique comme l'extrême dans la recherche esthétique. Et l'extrême se manifeste et se mesure à la destruction de ce qui n'est pas extrême. Alors je dirais que l'Europe du milieu, la Mitteleuropa, ce n'est pas une Europe de l'extrême. Mais c'est une Europe beaucoup plus ancienne. Ce n'est pas une Europe avant-gardiste, mais c'est une Europe beaucoup plus civilisée. Car qu'est-ce que le milieu ? Le milieu, c'est quelque chose qui a été pensé par les philosophes. Et en premier lieu par Aristote, qui disait que la vertu, c'était le milieu, le mésone, et que le milieu, c'était la vertu. Alors on a eu beaucoup de mal à comprendre, et de plus en plus de mal à comprendre ce que Aristote disait. Parce qu'on en a conclu que Aristote était un chantre de la médiocrité. La vertu, ça serait le juste milieu, ça serait rien de trop. Le courage, ça serait le juste milieu, comme le dit d'ailleurs Aristote, mais on comprend mal, le juste milieu entre la lâcheté et la témérité. Il y a le matamore qui est fou, et puis il y a le lâche qui est fou, l'un est fou de son corps, l'autre est fou de sa réputation, et puis entre les deux, il y aurait le courageux. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que le milieu dont parle Aristote et le milieu qu'incarne la Mitteleuropa, ce n'est pas le milieu entre deux mondes, c'est le milieu entre deux destructions. La témérité n'est pas une vertu, c'est une folie, une destruction. La lâcheté n'est pas une vertu, c'est une destruction et une folie. Et le courage, ce n'est pas la moyenne entre ces deux destructions, c'est tout à fait autre chose. C'est l'invention du milieu contre les deux extrêmes. Et lorsque Pascal, apparemment anti-aristotélicien, nous dit « l'homme est un milieu entre deux infinis », il dit la même chose. Les deux infinis de Pascal, ce n'est pas l'infiniment bon et l'infiniment méchant, et l'homme serait une sorte de médiocrité entre le bien total et le mal total, c'est pas du tout ça. Les deux infinis, le grand infini comme le petit infini, sont tout aussi inhumains, cruels, destructeurs l'un que l'autre. L'homme se perd dans le grand infini autant qu'il se perd dans le petit infini. Et l'homme, c'est l'invention précisément d'un milieu qui nie les deux extrémités, un milieu contre les extrêmes. Alors, l'extrémisme fut et n'est plus celui des idéologies et celui de la folie idéologique. Aujourd'hui, l'extrême, il est beaucoup plus intime, il est beaucoup plus murmurant. Il est cette soirée des supporters de Liverpool, lorsqu'ils sont à Bruxelles, un extrême beaucoup plus discret, qui disparaît, qu'on n'arrive plus à saisir. Le lendemain matin, on se réveille, on n'est plus dans l'extrême, on est dans la normalité. On ne connaît plus cet extrême. Et c'est cette intimité de l'extrémisme, de la destruction, cette destruction qui loge dans nos nuits, dans notre obscur, mais
en quelque sorte, que nous portons dans la poche. Cette destruction qui est simple désapprentissage de la pensée, simple bêtise quotidienne qui s'installe, qui commence à dominer, c'est cela qui, aujourd'hui, est l'adversaire numéro 1 de l'Europe cultivée, c'est-à-dire de la Mitteleuropa, de l'Europe du milieu. Et si nous pouvons exister, si la culture peut exister, ça sera comme un milieu contre la bêtise, contre cette bêtise qui s'installe au pouvoir en Europe de l'Est, en apprenant aux populations à oublier tout ce qui fait la culture européenne, à savoir la libre pensée, la libre prière, la libre association, la libre discussion. Le libre syndical, la liberté de faire grève, mais aussi la liberté de se retirer, de s'isoler, de penser en individu, de faire des séminaires de philosophie dans des appartements. Cette dernière liberté que quelques-uns supportent, que quelques-uns cultivent encore dans des appartements de Prague. Cette liberté de la culture, c'est la liberté des Grecs et c'est la liberté de l'Europe des 3 derniers siècles, de l'Europe populaire et démocratique des 3 derniers siècles qui a inventé le droit de grève et le droit de se syndiquer, de l'Europe grecque qui a inventé le droit de se gouverner soi-même, c'est-à-dire l'agora, la place publique, la discussion libre. C'est cela qui est en cause lorsque la bêtise prend le pouvoir à l'Est. Mais elle prend un pouvoir beaucoup plus insidieux, beaucoup plus sous-jacent, beaucoup plus évanescent et beaucoup plus insaisissable chez nous, parce que le pouvoir qu'exerce la bêtise, comme l'a dit Zinoviev pour conclure, il ne s'exerce pas sur les corps d'abord, mais d'abord sur les esprits et sur les méthodes de pensée. Et c'est, je crois, ce qu'a inauguré la Biennale des dissidents à Venise il y a 8 ans. Ce qu'elle a inauguré, c'est qu'au fond, la question nouvelle, ce n'est plus la question de la folie qui divise 2 mondes, le monde ancien et le monde nouveau, chacun étant le fou de l'autre, chacun étant le monde ancien de l'autre. Mais que la question nouvelle, c'est la proximité, l'intimité de cette négation absolue de la culture européenne, qui est précisément moins que la folie et en même temps plus que la folie parce que permanente et pas seulement ailleurs, qui est la bêtise. Quando Glucksmann era a Venezia alla Biennale del Dissenso, il Movimento Freudiano Internazionale aveva organizzato a Milano un altro congresso del tutto lontano da ciò che avveniva allora a Venezia. Ciò che si diceva in quel congresso era che il dissenso, così come veniva posto anche dai mass media, anche dalle relazioni principali avvenute in quell'autunno del 77 qui a Venezia, era qualche cosa che era del tutto complementare, come dice lo stesso Hegel, al consenso, era qualche cosa che consacrava appunto il sistema, che ipostatizzava ancora di più il sistema. A Milano c'era proprio allora invece un'altra questione, un modo differente di intendere il mezzo, che non è la mediazione, la parola stessa, ed era appunto l'aspetto un po' originario della parola dissidenza. Era dunque il particolare che dal primo Rinascimento a oggi interviene, eravamo negli anni 70, proprio quando in Italia incominciava una straordinaria ricerca scientifica, artistica e culturale di cui a tutt'oggi non c'è nessuna notizia in Francia. Ed è di questo anche, fra l'altro, so che c'è Franco Cuomo che avrà qualche intervento da fare. Allora, c'era ieri Lucas Foss, che era intervenuto anche a Ravenna, che diceva che c'è una sorta di dominio
della mediocrità, a volte che è portato come principio della professionalità o della confessionalità, che era il principio stesso dell'età metalmeccanica. Ma come appunto ideologizzare tutto ciò che accade, ancora una volta, trascurando ciò che di estremamente rilevante sta intervenendo attraverso l'arte, l'invenzione, attraverso quella che risulta la scienza della parola. Allora, la parola mezzo era intervenuta chiaramente a proposito dell'arianesimo, quindi in merito a Ravenna. Dunque c'era un mezzo fra l'Eterno e il mondo. Ora, quel che dicevamo a Ravenna è proprio questo, che non c'è nessuna sostanza, nessun ineffabile, quindi nessun elemento esterno alla parola